Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le mardi 29 janvier 2019 et ce matin, nous avons les bourses européennes qui devraient ouvrir à l'équilibre. Hier soir, on a eu plutôt de l'aversion au risque compte tenu du fait que Washington a accusé, comme vous savez, le géant des télécoms chinois Huawei pour avoir violé les règles de contournement enfin des sanctions iraniennes, pardon. Et, euh, et voilà, appétit pour le risque qui s'est un petit peu ravivé en Asie grâce à des mesures du gouvernement chinois visant à stimuler la consommation intérieure. Donc voilà, on a une espèce d'une balance qui est équilibrée entre risque et voilà et appétit au risque. Donc c'est pour ça qu'on a une ouverture plutôt à l'équipe ce matin en amont du vote du Brexit, la Chambre des communes qui votera le plan B de Theresa May ce soir. Alors enfin il y aura des amendements qui seront effectués, qui seront donc votés par les parlementaires. Maintenant, le plus gros du texte reste identique à celui du 15 janvier, texte qui avait été massivement rejeté par le Parlement. Donc, en termes de probabilité, je ne saurais vous donner un chiffre, mais il semblerait qu'il y ait d'importantes chances que ce texte soit à nouveau rejeté par la Chambre des communes. Donc davantage de flou. Si on l'en croit la réaction du marché la dernière fois, eh bien ça a été haussier puisque davantage de flou vu la deadline qui est dorénavant assez courte, dans 2 mois il y a le Brexit. Eh bien un flou, enfin l'absence d'avancée soutiendrait la probabilité d'un report du Brexit. Et ça, il semblerait que c'est interprété de façon positive par les investisseurs. Donc voilà, ce soir en tout cas, il y aura le vote de la Chambre des communes. Le GBP devrait être volatile et voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce petit briefing. Demain, nous aurons également pardon, la décision des taux de la Fed. Alors aucune hausse des taux n'est attendue, mais comme vous le savez, il y a une information du Wall Street Journal qui a été publiée vendredi soir, indiquant vendredi soir ou dimanche soir, je ne sais plus, en tout cas ce week-end, qui indiquait que eh bien la Fed pourrait arrêter la normalisation de son bilan plus rapidement que prévu. Comme vous savez, les banques centrales, dont la Fed, ont acquis un portefeuille d'actifs dans le cadre de leur quantitative easing. Lors des quantitative easing, ils avaient acheté de la dette gouvernementale, la dette corporate, la dette d'entreprise. Ces dettes, eh bien, sont donc dans les bilans des banques centrales, dont de la Fed. Et la Fed, depuis octobre 2007, réduit dorénavant à hauteur de 50 milliards de dollars par mois son bilan. Donc, ça fait pression sur les marchés. Cette pression sur les marchés, il faut savoir que le bilan actuel de la Fed est de 4050 milliards de dollars et qu'elle souhaite, son but, c'est de ramener son bilan à la taille pré-crise 2018, c'est-à-dire à 1000 milliards. Donc, imaginez, ça veut dire que le marché devrait absorber encore 3000 milliards de dollars qui sont pour le moment détenus par la Fed. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup plus d'offres pour, en théorie, une demande qui resterait constante. Ça fait donc, comme vous le savez, monter les rendements. Ça fait donc monter les rendements et du coup, c'est des coûts d'emprunt pour le gouvernement américain, mais également pour les entreprises qui seraient plus élevés. Et c'est ça qui viendrait un petit peu faire pression sur les marchés actions, puisque si on a des rendements plus élevés du côté des marchés obligataires, imaginons que vous avez le 10 ans américain qui est actuellement à 2,75, qui, imaginons, dans 6 mois, il est à 3,50. Eh bien, ça, on pourra se poser une question sur nos positions sur le S&P 500, imaginons. Puisque, euh, puisque voilà, un rendement d'un coupon de 3,5%, c'est quand même pas mal, sachant que le rendement moyen du S&P sur du très long terme est de 2%. Alors ça, c'est bien le rendement, je parle pas du titre, je parle pas de l'évolution du S&P de façon annualisée. Je parle du rendement du coupon versus le dividende du S&P 500. Donc voilà, plus on va avoir les banques centrales qui vont vendre leurs actifs, plus ça va faire pression sur le marché obligataire, ça va donc faire monter le rendement et donc ça va rendre ce marché obligataire à nouveau attractif aux yeux des investisseurs qui sont actuellement la plupart réfugiés sur le marché action. C'est pour ça qu'on dit que les banques centrales ont créé cette bulle sur le marché action. C'est pas qu'ils ont acheté des actions, mais puisqu'ils ont rendu un marché totalement non compétitif, le marché obligataire il valait plus rien, enfin il valait plus rien.
je veux dire que les rendements étaient nuls, voire négatifs il y a encore quelques années, eh bien, si le marché obligataire redevient compétitif, eh bien, il y a davantage d'investisseurs qui vont s'intéresser aux obligations. Donc plus de récession. Si, tout à fait. Hein. Plus on va avoir plus justement le marché va absorber d'obligations et plus ça pourrait justement accentuer cette récession américaine. Donc voilà. Puisque ouais, souvenez-vous, plus on va avoir des taux d'obligations, que ce soit corporate ou gouvernementales, qui vont être élevés, plus les coûts d'emprunt seront élevés. Donc, si on a des coûts d'emprunt plus élevés, c'est synonyme de moins d'investissement de la part du gouvernement, mais également de la part des entreprises. Donc, si ça accélérerait en théorie la récession. Voilà, alors bonjour tout le monde, bonjour moi, bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien. Frédéric, Raymond, Denis, bonjour à tous. Alors je n'ai pas été j'ai été absent hier comme vous avez pu le constater. Et d'ailleurs vous pouvez, je pense encore le constater un petit peu à ma voix. Donc hier, voilà, plutôt malade, donc c'est pour ça que j'ai pas fait ce point de marché. Alors, tout de suite, l'avertissement gagerie, excusez-moi, je prends un peu de temps. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voici le résumé de la science américaine et étatique. Donc, baisse des marchés actions américains hier. On voit que les techs ont vraiment sous-performé. Alors, on a eu Caterpillar, qui n'est pas une tech, qui est une société, comment dire, un leader, hein, qui vend en fait un équipementier, voilà. Un équipementier pour le minage professionnel, bien évidemment. Pour la construction, etc., pour la forêt, voilà, pour tout, c'est un équipementier. Caterpillar et Nvidia par contre c'est un leader dans les semi-conducteurs. Vous savez que les semi-conducteurs c'est très très cyclique et justement ces deux entreprises qui sont leaders dans leurs industries, enfin en tout cas c'est des bons baromètres de leurs industries, eh bien ont annoncé des résultats décevants et ont blâmé, enfin accusé plutôt le ralentissement de la Chine. Voilà, donc ça a ravivé les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale. On voit que tout commentaire à propos de l'économie chinoise, plus globalement la croissance mondiale, a un impact encore très important sur les marchés actions. Au niveau du VIX, donc le VIX, naturellement, il a remonté, hein, il a remonté de 8,32% pour être à 18,87. Ce matin, nous avons le 10 ans US qui est stable à 213, ça fait maintenant une semaine, hein, qu'il est à ce niveau de prix à peu près. Le yen qui est en légère hausse, tout comme le Nikkei, le gold qui est en hausse de 0,23 et le MSCI Asie ex Japon qui est en légère baisse. Donc on voit, on n'a pas beaucoup de volatilité sur les marchés ce matin. D'ailleurs, on va regarder dans un petit instant les marchés européens. Au niveau du calendrier économique, donc là c'est pas marqué, mais on aura donc le vote du plan B de Theresa May à la Chambre des communes ce soir. Alors il me semble, c'est une information à vérifier, mais que c'est de 19h à 21h heure française. Voilà, donc c'est à vérifier. Mais en tout cas, ce sera dans la soirée, ça sera après la fermeture des marchés, ça c'est sûr. Et sinon, d'un point de vue macro, donc confiance des consommateurs aux États-Unis à 16h sera le principal catalyseur ce soir, enfin cet après-midi plutôt. Voilà, alors au niveau des indices européens, concrètement indices européens, alors je vais commencer par le S&P, pardon. S&P, regardez, on est toujours en consolidation, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine. Si on se met sur du 4 heures, vous voyez, c'est une consolidation, on a même presque un double top si on venait passer en dessous de ce support qui serait du coup la ligne de coup, hein. Voilà, ça sera un petit objectif puisque on voit que le double top n'est pas très haut, enfin la hauteur, hein, regardez, hauteur. Si on venait reporter, ça donnerait un objectif à 2550 si on passait sous les 2610 points. 2610 points. Donc voilà. De toute façon, là on est en consolidation. Ce qu'il faut retenir sur la S&P 500, c'est tant qu'on est dans ce range, vous voyez, on va dire entre 2680 et 2610 pour être précis, il n'y a pas grand-chose à s'attendre. Maintenant, dès qu'on sortira de ce range, on aura une nouvelle direction. Alors moi, je suis toujours baissier, comme vous le savez. Voilà, j'ai mes indicateurs de risque qui sont plutôt bas, et alors que dans le même temps, on a quand même des risques assez importants que je vais citer dans quelques instants. Mais donc, on a des risques, des indicateurs de risque quand même assez faibles dans un contexte assez incertain.
Et techniquement, on arrive sous résistance. Donc voilà, moi je suis baissier, signal baissier si on sort par le bas de ce canal et signal bullish si on sort par le haut. En attendant, c'est neutre. Voilà, pour ceux qui se posent la question qu'est-ce qu'il faut faire sur S&P, eh bien je vous dirais qu'en sous trading, tant qu'on est dans ce range, il n'y a rien à faire. C'est qu'au niveau du breakout, que lorsqu'il y aura le breakout, pardon, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qu'on pourra justifier une stratégie. Voilà. Donc voilà. En tout cas, on voit le RSI qui, bon alors le prix qui est pas tant baisse qu'en consolidation, mais le RSI par contre, on voit que les sommets sont de plus en plus bas. Et si on devait tracer un petit peu une figure chartiste, on tracerait plutôt un triangle descendant, ce qui est une figure baissière. Donc si le RSI demain passe sous 50, ça serait un signal qui serait baissier. Tout comme, alors le 8 heures, on n'a pas de divergence, mais voilà, on voit que le RSI est vers 50, donc on a juste à attendre que le RSI passe sous 50 pour, on va dire, se positionner à la vente. Au niveau des techs, Nasdaq, alors même topo, vous voyez qu'on est en consolidation sur, sur du 4 heures, alors voilà, 4 heures. Alors 4 heures, je vais utiliser l'outil rectangle, voilà, consolidation entre 2580, entre 6580 et 6824. À l'intérieur de ce range, il n'y a pas grand chose à faire, je pense, en swing trading. Maintenant, la cassure nous donnera une nouvelle direction. On voit qu'on est sous des obliques, on voit qu'on est dans le nuage, donc voilà, techniquement, on est sous des résistances quand même. Alors, si on met une moyenne mobile à 200, peut-être qu'on est en train de la tester, je ne sais pas. Moyenne mobile, 200. Ouais, moyenne mobile à 200 en blanche, non, on est encore loin. La moyenne mobile à 200 est à 7000. Donc voilà. Et sur le S&P, elle est à 2742. Donc on est encore loin de la moyenne mobile à 200. Nous sommes en dessous. On est sous le nuage sur la moyenne mobile à 200. Donc on est plutôt dans une tendance qui est baissière. Voilà. Donc Nasdaq, S&P, on attend les breakouts que ce soit là ou soit à la baisse pour avoir une stratégie de swing. Voilà. Maintenant pour ceux qui sont patients, lorsque le VIX atteindra 16, ou en tout cas il sera beaucoup plus proche, ça pourrait justifier une stratégie de vente du S&P 500 comme je vous l'ai fait voir la semaine dernière. On avait superposé, rappelez-vous, le S&P avec le VIX. Et lorsque le VIX touchait 16, le lendemain, on avait généralement une baisse. Bien évidemment, cette stratégie était valable que depuis que le VIX est passé au-dessus de 16, c'est-à-dire depuis le début de la correction des marchés actions américains, début octobre. Voilà. Donc si demain, imaginons le VIX atteint 16, ça serait un argument pour vendre le S&P. Maintenant, c'est pas parce qu'il atteint 16 on aura immédiatement une baisse. Ce fut le cas lors des précédents signaux, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc, on peut très bien avoir une consolidation du VIX à 16 et ensuite que ça reparte à la hausse. Voilà, en tout cas, on voit que le RSI commence à rebondir. Ça, c'est mauvais signe pour comment dire, les marchés américains. Donc au niveau des indices européens, on voit que hier on a une correction, vendredi une belle hausse, lundi la correction. Donc voilà, on a du coup quand même une tendance qui est haussière globalement, mais voilà, de là à payer les indices européens, ils sont quand même assez hauts, je trouve, pour le contexte dans lequel nous sommes. Donc je resterai prudent sur les indices européens, d'autant plus que voilà, les sommets sont quand même de plus en plus bas dans cette tendance, puisque si on trace un canal, eh bien vous remarquerez que les sommets n'atteignent plus la borne haute. C'est-à-dire on a une pression vendeuse de plus en plus importante. Et c'est ça qui, forme un biseau. Vous voyez. Donc finalement, le signal technique du CAC ou du DAX, parce que c'est pareil, hein, regardez le DAX, on a la même chose, eh bien nous l'aurons, le signal technique baissier bien évidemment, nous l'aurons une fois qu'on passera sous cette oblique. Une fois qu'on passera sous cette oblique, regardez, un beau biseau, honnêtement. On a un très très beau biseau. Donc si on passe en dessous, ça va être aujourd'hui, demain ou en tout cas dans la semaine, probablement, eh bien ce sera un signal baissier. Bien évidemment, il faudra que ça soit en cohérence avec les signaux du S&P 500. Si par exemple le S&P 500 demain sort par le haut de son range, on ne pourra pas espérer shorter les indices européens. Ça sera trop risqué. Voilà, on veut des signaux qui convergent entre les États-Unis et l'Europe. Donc, on veut des signaux baissiers sur le DAX, mais également sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est le baromètre des indices mondiaux. Si le S&P 500 est en baisse, il y a des fortes chances
que les indices européens le soient également. Et si le S&P est en hausse, il n'y a pas de forte chance, mais il y a plus de chances que les indices européens le soient également. Voilà, alors, donc DAX, en intraday, je pense que je pense qu'on va rester dans un marché peu volatile en raison du calendrier économique plutôt léger aujourd'hui et en attente du vote du Brexit et de la Fed demain. Donc voilà, ça devrait rester peu volatile. Je rappelle que mercredi, jeudi, nous avons la délégation chinoise accompagnée du vice-premier ministre qui se rendra à Washington pour des négociations. Donc ça sera un catalyseur très très important. Donc là on est déjà au S1 du jour sur le DAX. Peu de chances qu'on atteigne le S2, encore moins le S3 compte tenu du fait que voilà, je m'attends un peu de volatilité aujourd'hui. À part si on a une news sur le Brexit qui arrive et qui vient plomber un petit peu toute cette analyse. Mais sinon techniquement à l'heure actuelle, je n'envisage pas de baisse jusqu'au S3. Le S2 me semble peu probable. Voilà. À noter que si on vient au S2, on comblera le gap du jeudi à vendredi. Donc là, vous voyez, on est déjà revenu au-dessus. Euh, donc voilà. Un peu à l'image de ce qu'on avait connu la semaine dernière. Rappelez-vous, on avait un gap du jeudi au vendredi. C'est marrant parce que ça fait 2 fois, jeudi, vendredi. Donc là, jeudi, vendredi, gap haussier. On est revenu, alors pas le combler, mais en haut du gap. On est revenu le tester, vous voyez. Et ensuite, on a une nouvelle impulsion. Donc là, on est en train d'enfoncer le bas du gap. Enfin, le haut du gap. Et prochain support, ce sera les 11 150. Ça, c'est pour de l'intraday. C'est possible d'acheter 11 150. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour à tous. Jean-Yves qui me dit bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors oui, je vais plutôt bien, merci. En tout cas, je vais mieux. Que penses-tu de l'euro-dollar? Faut-il le shorter vu qu'il a monté? Merci pour tes renseignements précieux. Alors, j'y arrive tout de suite sur l'euro-dollar. Alors juste petit point, regardez, ce matin on a une surperformance du NZD, une légère de l'euro, mais vous voyez que on n'a pas vraiment de momentum sur le forex ce matin. Vraiment le marché qui attend des nouveaux catalyseurs. Donc voilà, l'euro-dollar, alors qui est en hausse. Pourquoi il est en hausse cet euro? Alors c'est surtout parce que le dollar il est en baisse. Le dollar qui est pénalisé par des chiffres, plutôt, je dirais décevants. Et surtout, regardez ce chandelier, cette ascension, ça s'est fait vendredi. Vendredi, comme je vous l'ai dit, c'est Wall Street Journal qui avait publié le fait que la Fed pourrait arrêter plus tôt que prévu la normalisation de son bilan. Et donc ça veut dire une Fed plus dovish que prévu, potentiellement plus dovish que prévu. C'est pour ça qu'on a une remontée de l'euro-dollar, c'est parce qu'on a une baisse du dollar. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu l'or qui a atteint 1300. Donc voilà, l'euro-dollar est en hausse. Il n'y a pas vraiment de raison de le shorter ce matin, pour être tout à fait franc avec vous. En tout cas, je n'en vois pas. Voilà, on a eu une confiance des consommateurs en France qui a été qui a été meilleure qu'en décembre. En décembre, ça avait été plombé grandement par le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement s'est assez atténué en janvier et donc ça a permis à cette confiance de rebondir. Voilà, donc l'euro-dollar est en hausse, ce matin. On a eu notre signal haussier technique, regardez. Alors là, on avait eu ce qu'on appelle un bear trap. Vous voyez, une fausse sortie. Et finalement, donc là, on est clôturé au-dessus de la bande de Keltner. Le rebond du RSI, ça c'est typiquement signaux haussiers, direction donc 1,15. Alors, je pense que c'est possible qu'on cherche un 15. Maintenant, comme vous le savez, demain, nous aurons la décision des taux de la Fed. Et alors, les taux devraient rester inchangés. Il n'y a pas le marché n'attend aucune hausse des taux de la Fed d'ici juin. Donc voilà, il n'y a aucun doute, il n'y aura aucune hausse des taux ce soir. Par contre, les commentaires qui seront faits par Jérôme Powell sur les risques et sur la normalisation du bilan sera très 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 suivi et seront les sources de volatilité. Donc l'euro-dollar, je pense que voilà, il devrait tendre vers le haut. Maintenant, comme à chaque fois, comme avant chaque meeting de la Fed, l'euro-dollar et toutes les paires en dollars restent peu volatiles. Donc je pense qu'aujourd'hui et demain, il ne faut vraiment pas s'attendre à de la volatilité sur les paires majeures. Voilà. Ça devrait rester très très peu volatile.
à part ce soir lors du vote du Brexit. Mais sinon, aujourd'hui et demain dans la journée, ça devrait être calme. Au niveau du GBP, donc GBP pareil, soutenu surtout par la baisse du dollar, GBP à 1,31, donc on a eu le signal technique haussier la semaine dernière en sortant par le haut de ce canal, mais également la moyenne mobile à 200 jours qui était par là, qui était à ce niveau-là. Donc là, voilà, comme on l'avait dit la semaine dernière, le fait qu'on ait eu ce signal haussier, c'est direction en point de vue technique 1,33. 1,33 qui est le plus haut de septembre 2018. Voilà, donc signal haussier pour le GBP. D'un point de vue technique, maintenant d'un point de vue fondamental, peu de choses à dire si ce n'est le flou total au niveau du Brexit. Voilà, donc GBP paire majeure concrètement, moi je m'attends à une hausse. En fait, je m'attends surtout à une baisse du dollar US. Donc si on a une baisse du dollar US, on devrait avoir une hausse des paires majeures. Donc voilà, l'euro, le DXY, comme vous pouvez voir, on a eu un puissant mouvement baissier vendredi. Lundi, c'était plutôt à l'équilibre le DXY. Et voilà, et mardi, là, ce matin, on repart en baisse. Et si on a une clôture à nouveau sous la bande inférieure de Kellner, ça serait un nouveau signal baissier en direction du plus bas du début du mois de janvier à 94,50 points. Voilà, donc si on devait tracer les retracements de Fibo, regardez, correction de 61%, nouvelle baisse. Donc là, le premier objectif, c'est de venir chercher eh bien 94,50. 94,50 sur le TXY. Donc encore une fois, ça ne devrait pas être atteint aujourd'hui ni demain puisque on devrait avoir peu de volatilité à part ce soir et demain soir. Au niveau de l'AUD-USD, bon, consolidation, pas grand chose à dire sur l'AUD-USD. Comme vous le savez, j'anticipe une baisse des indices. Donc, qui dit baisse des indices dit aversion au risque et dit aversion au risque dit baisse des devises, commodities et des matières premières. Donc, tout ce qui va être AUD, CAD ou NZD, je suis plutôt avec un sentiment baissier actuellement, tout comme le pétrole. Pétrole, on voit, hein, il est en baisse. Hier, il a perdu 3%, il me semble, voilà, 2,46. Plus importante baisse du mois de janvier, il me semble. Oui, voilà. Donc là, ça va petit à petit vers le plus bas de novembre, aux alentours des 57, 58 dollars. Comme je l'ai dit maintenant depuis plusieurs séances, l'objectif, c'est qu'on a cherché 58 dollars. Et si on passe en dessous de 58, 57, cette zone-là, de 1 dollar finalement, eh bien, ce sera un signal baissier jusqu'à 50, finalement, le plus bas de décembre. Alors l'or, c'est particulier. L'or, c'est une commodities, mais ça fait partie des métaux précieux, donc c'est différent. Ça réagit moins. Enfin, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse du pétrole, mais si vous avez envie, pétrole, lorsqu'on va avoir la version risque, ça va baisser, alors que l'or, quand on va avoir la version risque, il y a de fortes chances que ça augmente. Donc quand je dis baisse des comos, c'est bien évidemment or. Pardon, en excluant l'or. Voilà. Donc je suis plutôt baissier sur les commodities, mais pas sur l'or. L'or, voilà, c'est en hausse. Si je m'attends à une baisse du dollar plus une baisse du S&P 500, c'est-à-dire d'aversion au risque, il y a tout pour que l'or reprenne sa hausse avec un momentum important. Voilà, donc l'or, stratégie, là on n'a pas de, voilà, on a eu le breakout vendredi, donc on avait un signal haussier, on avait le dépassement de 1300, on avait la clôture au-dessus, la bande supérieure de Keltner, mais là concrètement c'est sentiment haussier, et personnellement la prochaine résistance majeure, je dis bien, que je peux tenter de trouver, eh bien, serait ce sommet, vous voyez, cette mèche à 1337. Avant 1337, je ne vois pas réellement, alors on peut toujours trouver des niveaux de résistance, on peut trouver 1326, vous voyez ici, mais je parle bien d'un niveau majeur, d'un niveau où on a eu un puissant retournement, et là où on a eu le puissant retournement, en tout cas, alors je vais mettre peut-être en weekly, on aura peut-être quelque chose d'un peu mieux, mais regardez, voilà, donc 1307, là on a une résistance, 1357, 1345, vous voyez, donc là, tous ces sommets, c'est vers 1350. C'est pour ça que 1350 sera une résistance vraiment très, très, très importante. Voilà, donc si je me mets en journalier, donc 1307, c'est la résistance qu'on teste. Si on clôture au-dessus de 1307, nouveau
signal haussier, ça témoignerait vraiment d'un momentum d'acheteur. Et donc, prochain objectif, 1337, puis 1345, puis 1357, etc., etc. Mais en tout cas, la porte serait ouverte aux 1337 $ pour l'or. Donc, si on a baisse du dollar et baisse du S&P, le plus grand gagnant sera l'or, comme vous le savez, puisque ça témoignerait, la baisse du dollar soutient énormément l'or, et en plus, l'aversion au risque soutient l'or. Donc, ça serait parfait. Si on a une baisse des deux, du S&P, si on a une sortie par le bas du range du S&P, et qu'on a en plus une Fed dovish demain soir, l'or sera à payer jusqu'à 1337 $. Et à l'inverse, tout ce qui est devises commodities comme l'AUD, comme le NZD, comme le CAD, seront à vendre sur le Forex. Normalement, c'est pas très compliqué. Si vous tracez un tableau avec 2 colonnes et 4 lignes, imaginons donc, attendez, on va faire ça sur Excel rapidement pour avoir un petit résumé de appétit. Donc là, si on a de l'appétit au risque ou de l'aversion, d'accord, et on va mettre donc Forex et commodities et autres. Donc, si on a de l'appétit au risque, on est d'accord, donc on a les indices qui montent. Et si on a de l'aversion, qu'est-ce qui monte? Eh bien, c'est les obligations, donc les bonds. Au niveau des commodities, si on a l'appétit au risque, on a concrètement ce qui est les matières premières les plus volatiles, c'est-à-dire ceux de l'énergie. Enfin, l'énergie, je parle pas des soft commodities, donc tout ce qui va être pétrole. Voilà, on va mettre pétrole concrètement. Et si on a l'aversion, c'est l'or qui va monter. Alors là, je résume, hein. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui influencent l'or ou le pétrole. Il y a notamment le dollar. Mais là, c'est vraiment pour résumer ce qui soutient, enfin, ce qui est haussier lorsqu'on a de l'appétit au risque et ce qui est haussier lorsqu'on a de l'aversion. Et au niveau du Forex, lorsqu'on a de l'appétit au risque, c'est devises commo, donc c'est AUD, c'est CAD, c'est NZD principalement. Et lorsqu'on a de l'aversion, c'est devises refuge, donc ça va être yen, ça va être le dollar, et dans une plus faible mesure, le franc. Le franc qui est énormément corrélé à l'euro. Donc oui, c'est une devise refuge, le franc, mais étant donné que la Suisse, eh bien, le premier partenaire économique de la Suisse est, comme vous savez, la zone euro et l'Union européenne, eh bien, le franc est du coup extrêmement corrélé à l'euro. Donc oui, c'est une devise refuge, c'est une devise qui va surperformer l'euro lorsqu'on nous aurons des craintes en zone euro ou dans l'Union européenne, mais c'est pas non plus comparable au yen. D'accord? Le franc n'est pas le yen. Le yen, c'est la devise refuge. Donc voilà, donc concrètement, si le S&P baisse, s'il sort par le bas de son range, ça sera donc considéré comme de l'aversion au risque. Il faudra donc acheter du yen, de l'USD, du franc, de l'or, des bonds, pardon. Et à l'inverse, si on a une sortie par le haut du range du S&P, eh bien toutes ces devises seront, enfin toutes ces actifs, pardon, seront à privilégier. Alors beaucoup de questions. Pour vous parler du GBP, alors le GBP, comme je l'ai dit, hein, c'est j'ai pas grand chose à dire au niveau du GBP. Alors GBP USD, on l'a fait, on va faire l'euro GBP. L'euro GBP. Voilà, donc retour au plus bas annuel. Vous voyez, plus bas d'avril 2018, rebond. Donc on voit l'euro GBP hein, sur une année, regardez. Si on se met sur une année, l'euro GBP ne fait absolument rien. Et là, on est sur une année glissante. L'euro GBP est en range. On est venu tester deux fois 0,91, deux fois 0,8627. Donc voilà, c'est un range. Donc quand on est dans la fourchette basse, eh bien le mieux c'est voilà, de s'intéresser aux positions longues. Et quand on est à la fourchette, enfin sur la borne haute, proche de la borne haute du range, eh bien le mieux c'est s'intéresser aux positions vendeuses. Voilà, donc l'euro GBP en swing, j'aurais plutôt une opinion qui serait haussière. Maintenant voilà, on a le vote du Brexit ce soir, donc on peut être surpris. Alors ensuite, je continue avec les commodities et je répondrai à vos questions parce que je vois qu'il y a des questions sur les actions, donc j'y viendrai juste après. Donc l'or, on l'a fait. L'or, concrètement, moi j'ai une opinion plutôt haussière, hein. L'or, c'est un allié lors de la version risque, comme je vous l'ai dit. C'est un allié pour un petit peu atténuer la volatilité d'un portefeuille. Maintenant, l'or, c'est quand même un produit quand même
on va dire assez volatile quand même. Alors c'est pas volatile comme les marchés actions, mais ça reste quand même un produit volatile. Ce qui est le moins volatile, c'est les obligations de long terme. Les obligations de long terme c'est pour ça que c'est extrêmement privilégié par les investisseurs, les institutionnels. C'est parce qu'ils sont peu volatiles. Et donc ça permet de lisser les performances d'un portefeuille. Bref, donc l'or, comment dire, c'est haussier pour de multiples raisons, l'aversion au risque, la probable baisse du dollar en tout cas je m'attends, en tout cas que ça a commencé. Donc voilà, il y a la fête demain soir. Est-ce qu'elle sera hawkish, est-ce qu'elle sera dovish? Gros point d'interrogation. Donc au niveau du pétrole, je m'attends à une baisse, retour finalement au plus bas de novembre. Donc vous prenez le plus bas de novembre, ça sera la target de court terme. Donc sur le Brent, c'est 57, un peu 57,58 dollars. Sur le WTI, c'est 49,50. 49,50, c'est plutôt le seuil des 50 dollars. Voilà. Alors je réponds à vos questions dorénavant. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Donc non, l'or n'est pas baissier. Alors, bonjour, pouvez-vous faire une analyse daily et 4 heures s'il vous plaît pour Facebook et ExxonMobil? Comment voyez-vous les clôtures mensuelles sur les indices? C'est-à-dire, est-ce que l'on clôture au-dessus ou en dessous de résistance de points pivot importants? Alors, très bonne question. Alors, je vais déjà passer par Facebook et ExxonMobil. Facebook, cassure d'une trendline, divergence haussière. En tout cas, c'était signaux haussiers. Maintenant, attention, on a déjà eu un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une poursuite du rebond, qu'on va avoir un renversement de la tendance. En weekly, on reste toujours dans une tendance qui est globalement baissière. Regardez, attends, ça charge. Voilà, tendance baissière. On n'est pas passé au-dessus de la bande supérieure de Keltner. Donc voilà, on n'a pas de signaux bullish sur du moyen terme comme on aurait pu l'avoir, vous voyez, le 9 janvier 2017 ou encore le 7 mai 2018. Donc là, vous voyez, on est toujours, comment dire, dans une tendance baissière, le RSI est sous 50. Donc à moyen terme, on reste dans une pression vendeuse. Donc voilà, et les résultats de Facebook n'ont pas été encore publiés. Alors il me semble que le résultat de Facebook, c'est cette semaine. On va voir ça tout de suite, rapidement. Donc j'ai publié calendrier, voilà. Calendrier de publication des résultats du S&P 500 et Stock 600. C'est une des semaines les plus chargées en termes de publication de résultats. Et donc Facebook, ce soir, on a LVMH, Nasdaq, Amgen, etc. Facebook, c'est demain. Ce soir, on a Apple. Apple ce soir. Demain, Facebook, Microsoft. Donc voilà. Facebook, résultat important. Et ExxonMobil, puisque vous m'avez demandé ExxonMobil, c'est vendredi. Voilà. Donc Facebook, pas grand chose à dire, ça va dépendre des résultats. Techniquement, voilà, on reste sous une résistance qui est 150 dollars, comme on peut le constater. Voilà, il y a un échec. Les acheteurs ne se manifestent pas à 150 dollars. On a une pression vendeuse, on a des prises de bénéfices. Donc, tant qu'on est en dessous de 150 dollars, tout mène à croire qu'on pourrait revenir chercher des niveaux plus bas. À savoir que les entreprises américaines publient des bons résultats, parce que les attentes ont nettement diminué les précédentes semaines. Compte tenu du ralentissement de l'économie chinoise, les analystes ont réduit leurs attentes et donc du coup sont surpris positivement de la part des entreprises. Donc voilà, et Facebook n'est pas vraiment une entreprise qui est impactée par le ralentissement de l'économie chinoise, hein, puisque c'est surtout du service en ligne. Donc Facebook neutre à un court terme, hein, je vois pas de direction vraiment très très claire. Hein. ExxonMobil. Alors Exxon en 4 heures, pardon. ExxonMobil, donc fortement impacté par le cours de pétrole, hein, comme on peut le constater ici, ça ressemble beaucoup au cours de pétrole. Hein. Donc voilà, les résultats auront lieu donc vendredi. On voit que pour le moment on est dans un range, voilà, entre globalement, nous sommes entre 70 et 73 dollars. Voilà. Si on sort par le haut, techniquement, ça sera un signal qui serait haussier, direction de 80. Et à l'inverse, si on y sort par le bas, ce sera un signal baissier en direction des plus bas du 26 décembre. Vous pouvez voir que c'est le plus bas du pétrole, donc à 65 dollars. Bien évidemment, ça dépendra essentiellement du pétrole. Même si les résultats seront importants, le pétrole le sera beaucoup plus sur du moyen long terme. Les résultats vont avoir un impact de court terme. L'impact de long terme sur les entreprises pétrolières comme Total, comme ExxonMobil, comme BP, etc. Ça va être surtout les cours de pétrole. Donc voilà.
Alors au niveau des indices, comme je l'ai dit et redit depuis le début du mois, pour moi, donc les clôtures mensuelles c'est important, mais ce qui est vraiment très très important, c'est ce que va faire les indices. Alors, je cherche le S&P, voilà. Ce que va faire les indices au niveau de ce range. Si on y sort par le haut, ça sera extrêmement positif pour les indices. Ça sera positif, ça sous-entendrait une hausse jusqu'à 3000 points pour le S&P 500. Voilà. On pourrait revenir chercher les sommets. Maintenant, si on a une sortie par le bas, l'objectif, ça serait qu'on a cherché 2500, puis 2323 points. Voilà. En tout cas, en mensuel, on a une correction, on va dire, de moitié du sell-off de décembre. On n'a pas de signaux baissiers pour le moment de long terme, mais ça pourrait venir si, je dis bien en weekly. Alors ça, je l'ai présenté à Genève jeudi lors de ma prévision 2019. Si on passe en dessous de 2329, concrètement, c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir un mouvement de panique. Et on devrait avoir vraiment une baisse très très importante. Ça devrait être les grosses soldes sur les indices. Donc si on passe sous 2323, premier objectif 2000, puis 1500. Voilà. Tant qu'on est au-dessus de 2323, je veux dire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, d'extrêmement s'inquiéter sur les indices. On est dans une situation qui est très délicate, mais de là à dire qu'on est dans un crack, non. Donc, tant qu'on est au-dessus des 2323, pour moi, il n'y a pas de crack à dire. Hein. On n'est pas dans un crack, on est dans une correction. Voilà. Par contre, si on passe sous 2323, là sera le moment de vraiment vendre vraiment de façon importante ces indices et d'acheter voilà, obligations, or, yen, etc. Un mot sur le coût de 5 milliards pour le shutdown US. Alors, d'après des études, alors il faudra attention aux études, mais ça aurait coûté 0,2% au PIB, 0,2 points pardon, au PIB américain. Donc, si imaginons on avait une croissance, imaginons de 3%, eh bien, moins 0,2, ça fait 2,8% de croissance. Voilà le coût de ce shutdown pour la croissance américaine. Donc ça accélère le ralentissement, j'ai envie de dire. Ça ralentit davantage l'économie mondiale, puisque vous savez que les États-Unis, ça reste quand même la deuxième puissance économique mondiale après la Chine. Voilà. Donc voilà, si la croissance américaine ralentit, sachant que les États-Unis sont net importateurs, eh bien c'est toute l'économie mondiale qui est impactée. Bon, il y a trois économies à regarder. Hein. De toute façon, pas besoin de regarder tous les chiffres macroéconomiques. Il y a ceux de la Chine, ceux euh, des États-Unis et ceux de la zone euro. Ces trois économies sont les plus importantes. Ces trois économies, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais de tête comme ça doit être 50% voire plus de la richesse mondiale. Donc voilà. Pensez-vous que les agents de notation peuvent dégrader le triple A et si oui, elles le feraient plutôt en after hours? Alors, ce soir, pourquoi? Alors ce soir, je ne vois pas pourquoi elle le ferait ce soir, à part si on a, à part si nous avons, euh, comment dire, à part si c'est prévu. Alors je regarde. Hein. Alors pour cela, vous pouvez aller sur Trading Economics. C'est un bon agenda, pardon. S&P. Au niveau des bonds, non. Alors United States. Et là vous avez dans notes. Non. Alors où c'est? Credit rating. Et donc là, on voit que la dernière changement, c'était DBRS, triple A. Donc non, pour le moment, je vois pas pourquoi ça serait changé. Je
sais pas pourquoi, même si la dette américaine, on sait tous, elle sera pas remboursée, hein, c'est 22 000 milliards de dollars, c'est énorme. Voilà. Les taux, enfin les rendements sont stables, ils sont à 2,75%. C'est pas comme si on avait une envolée des rendements US. Si on avait une envolée, si les rendements étaient à 4%, là je vous dirais bon, y a des chances que les agences de notation revoient à la baisse la note des États-Unis. Mais là, vu que la note souveraine américaine est plutôt, enfin pardon, le rendement est stable à 2,75%, je sais pas pourquoi aujourd'hui, ce soir, les agences, enfin là, prochainement, je vois pas pourquoi elle reverrait à la baisse la note américaine juste parce qu'il y a eu un shutdown. Shutdown, ça va coûter à l'économie, mais bon, voilà, le plus important, c'est la dette. Ce qui est un webinaire à l'ouverture des marchés américains, 14h. Alors, il y en a un à 13h, 13h, mardi, mercredi et jeudi, qui est présenté par Yoav Nizar. Ah, non, pour les agences, je parle en général, pas forcément aujourd'hui. Alors, ça, je pourrais pas vous donner des informations vraiment très fiables, enfin très claires, donc je préfère pas m'exprimer dessus. Apple le faire après Powell, par exemple. Il faudrait vraiment un catalyseur important pour qu'elle le fasse après Powell. Honnêtement, c'est du rarement. Enfin, j'ai pas souvenir que ça a eu lieu. Alors, ça peut être déjà eu lieu, mais voilà, ça doit être extrêmement rare. Donc voilà, je ne tablerai pas là-dessus, même si tout est possible. Je pense que c'est un scénario qui est peu probable. C'est pas comme, voilà, par exemple, en Italie, on a eu une dégradation, vous avez des notes l'année dernière, on avait les rendements qui avaient explosé. On avait les rendements des Italiens qui avaient explosé euh, et, euh, et on avait comment dire, surtout un projet économique de la part du nouvel gouvernement italien qui comment dire, ne tenait pas la route d'après les agences de notation. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis parce que si le plan économique des États-Unis, enfin de la Maison Blanche, ne tenait pas la route, ça fait longtemps que les agences de notation auraient revu à la baisse. Vous voyez. Donc voilà. Je vois pas pourquoi elle le ferait prochainement. Après, dans le futur, peut-être dans un an, dans 2 ans, si on a un crack, oui, ça c'est possible. Mais mais voilà, d'ici les prochaines semaines, je vois pas pourquoi les agences de notation reverraient à la baisse la note américaine. Voilà donc pour ce marché, écoutez, moi j'ai rien d'autre à rajouter, j'ai répondu à toutes les questions. Je vais donc vous laisser. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous à 13h avec Yoav Nizar pour un webinaire. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Comme vous savez, vous allez sur DailyFX et ensuite vous allez dans l'onglet formation, puis séminaire en ligne. Et là, vous avez la liste des séminaires. Demain soir, reprise des webinaires éducatifs. J'aurai le plaisir de commencer avec Enkin Hashi. Vous savez, graphique Enkin Hashi. On m'a beaucoup demandé ce sujet-là. S'il y avait d'autres sujets, je sais que le super train a été demandé, mais bon, le super train, ça ressemble énormément à d'autres indicateurs. Donc voilà, c'est un peu dommage de faire un webinaire exclusivement sur le super train puisqu'il y a peu de différence avec par exemple l'ATR. Donc voilà, ça reste un indice de volatilité. Mais bon, on peut quand même faire un webinaire dessus si vous le voulez vraiment. Mais donc voilà, demain soir, reprise des webinaires éducatifs. Donc voilà. Elliott et Fibo. C'est vrai qu'on m'a demandé Elliott et Fibo, donc je vais préparer également un sujet là-dessus. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour les prochains webinaires.